Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes dans la dernière ligne droite des rencontres du tourisme de Bretagne. Donc, pour ce dernier temps off, donc je vous rappelle le principe du temps off, si vous nous rejoignez. C'est un temps qui est consacré à poser vos questions. Les questions, là, à Lionel Fasseur, le directeur du CRT Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, n'hésitez pas à poser les questions dans le chat et j'aurai le plaisir, en tout cas, de relier ces questions à Lionel. Lionel, moi, je vais commencer par les premières questions. Donc, en tout cas, merci encore d'être avec nous. Merci à vous. Tu viens de passer là depuis 14 heures sur différents temps. Donc, je vais surtout en fait rester sur le dernier temps, qui était sur le thème du tourisme bienveillant. D'abord, peut-être, si des gens nous rejoignent, je te laisse te présenter. Très bien. Donc, je suis Lionel Fasseur. Effectivement, je dirige Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme. Puis j'ai également une autre casquette, et c'est une première. Donc je suis président du fonds de dotation que nous venons de lancer, qui s'appelle Essentiem, et qui, lui, on aura l'occasion d'en reparler, est déconnecté d'Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, ou en tout cas, il y a un lien, mais c'est beaucoup plus ouvert que ça. Très bien. Donc tu l'as un peu présenté, mais si tu veux, on pourra revenir à peut-être des questions qui nous arriveront sur le chat là-dessus. Tu nous as parlé du tourisme bienveillant tout à l'heure. Tu as dit... c'est une vision, c'est pas une démarche RSE. Peut-être revenir là-dessus. Pourquoi tu as insisté là-dessus ? Il y a eu une hésitation à un moment, ou c'est parce que ça, voilà. Pourquoi tu as insisté tout à l'heure là-dessus ? Je pense que j'ai insisté dans le sens où une vision, encore une fois, pour une organisation, c'est une des choses les plus importantes. Et une organisation au sens large du terme, pas uniquement un acteur privé, un acteur public également, il se doit de développer une vision pour son territoire. Et la vision, elle va permettre de faire un certain nombre de choix, des choix positifs. Également, faire des choix, c'est quelque part aussi refuser un certain nombre d'opportunités. Et c'est pas la même chose par rapport à une démarche de type RSE, sur lequel vous pouvez avoir une vision d'un développement particulier, mais vous souhaitez pour autant que votre démarche, que votre entreprise ait une démarche de type RSE. Donc c'est deux choses différentes entre faire du tourisme durable son axe de développement et quelque part son positionnement, et d'avoir une démarche de RSE. On est convaincu que la durabilité dans le tourisme, ça peut être pour un territoire un axe de différenciation. Et là, je vais revenir sur un vocabulaire d'entrepreneur quelque part, un avantage compétitif. Et je le dis parce que de temps en temps, c'est bizarre de parler à la fois d'un vocabulaire très capitalistique et puis de parler de bienveillance, de parler de durabilité. On a l'impression qu'on oppose les choses. Or, il ne faut pas les opposer. Il ne faut surtout pas les opposer. En tout cas, c'est notre posture. Nous, on croit à la notion de croissance durable en tant que telle. On est convaincu également que quand une voiture est arrêtée, elle ne change pas de direction. C'est la raison pour laquelle, à l'heure actuelle, une de nos principales préoccupations et premier objectif, c'est de relancer l'activité touristique pour opérer cette transition. Voilà, donc c'est pour moi la grande différence entre une vision et une démarche de RSE. Et le deuxième point, parce qu'on m'a souvent posé la question, ce n'est pas de l'écotourisme. Voilà, l'écotourisme, c'est une forme de tourisme en tant que telle qui axe toute son offre produit, tout son positionnement, tout son rapport à l'environnement par rapport à cet axe écologique. Le tourisme bienveillant, le tourisme durable a un spectre plus large que le rapport à l'environnement. Voilà. Et on l'a expliqué effectivement dans la table ronde précédente sur les trois dimensions qui sont économiques, qui sont sociales et qui sont environnementales, et dans la capacité à faire en sorte que cette triangulaire, elle puisse quelque part s'auto-alimenter, s'auto-bonifier et avoir des leviers de croissance par rapport à cette vision. Ok, merci. Du coup, là, dans un temps off, moi, ce qui m'intéresse, c'est un peu d'avoir l'envers du décor. Donc, quand on est dans ce type de démarche, donc il y a tout un process. On va parler, je voudrais que tu m'expliques comment vous avez monté les indicateurs. Donc, tu as cité, donc, vous avez été accompagné par Guillaume Cromer là-dessus. Donc, du coup, voilà, on part de quoi ? Vous êtes parti de quoi ? De quel référentiel ? Comment vous avez opéré vos choix ? Comment ça s'est passé dans ces trois dimensions que tu viens de citer, économique, sociale, environnementale ?
On est assez pragmatique dans notre manière de travailler. Alors, la première chose, effectivement, quand on a annoncé le tourisme bienveillant en 2018, très rapidement, les experts notamment, et à juste titre, nous ont dit « Ok, ça va être quoi votre moyen de mesure ?» Donc très rapidement, effectivement, on s'est posé la question des indicateurs. On tourne autour du sujet, les indicateurs. Même des spécialistes, effectivement, comme Acteurs pour un tourisme durable, travaillent actuellement sur les indicateurs. Ça montre bien que cette matière n'est pas figée en tant que telle, c'est une matière vivante. C'est une matière sur laquelle on a besoin de croiser les avis, sur laquelle on a besoin d'être pragmatique. Pourquoi le pragmatisme? Pour ne pas rentrer dans des usines à gaz qui seraient incontrôlables en tant que telles. Et donc, on n'est pas des sachants. Donc, on s'appuie sur les sachants. Et le premier travail qui a consisté à faire en sorte, déjà, entre autres, de rencontrer le président de ATD, donc Guillaume, pour nous dire, bon, s'il te plaît, épargne-nous de redécouvrir que l'eau chaude, ça brûle, quoi. Fais-nous gagner du temps, partage avec nous effectivement la connaissance qu'il y a déjà sur ce sujet. Et donc il nous a aiguillés pour qu'on ne réinvente pas ce point. Puis ensuite, notre responsable étude a travaillé effectivement sur ces indicateurs, a vu ce qui était facilement utilisable dans les chiffres clés que nous travaillons depuis des années, les indicateurs qui nécessitaient de faire des études spécifiques, et puis d'autres éléments qui étaient hors champ du tourisme, mais qui étaient divulgués par telle ou telle organisation. Je vais être concret. La répartition de notre tourisme, pour nous, dans le tourisme bienveillant, la répartition spatio-temporelle de notre tourisme est un élément clé. C'est quelque chose que nous analysions déjà dans nos chiffres clés. Et donc, on en a fait un indicateur, c'est-à-dire comment se répartissent nos nuitées touristiques, géographiquement parlant, comment se répartit-elle au niveau de la saisonnalité? Et c'est là où on a des bonnes surprises. On a déjà une part qui est dans la bienveillance avec un bon équilibre, par exemple, entre la saison été et la saison hiver. Donc ça, c'était des choses qui étaient déjà sur étagère et qu'il fallait exploiter. D'autres sujets sur la typologie d'emploi que nous créons. Donc là, il a fallu travailler avec d'autres organisations pour aller dans un détail beaucoup plus fin que celui qu'on a aujourd'hui, qui consiste à dire que l'on a créé X milliers d'emplois. Et puis il y en a d'autres qui n'existaient pas. Un qui est essentiel, j'en ai parlé précédemment, c'est le niveau quelque part, c'est une enquête de satisfaction des habitants, avec la question est-ce qu'ils sont détracteurs ou ambassadeurs du développement touristique. La question, elle ne se résume pas à ça. Derrière, il y a une batterie d'indicateurs pour voir où sont les forces et où sont les faiblesses. On a fait cette étude pour avoir un état des lieux, mais c'est un indicateur que nous allons poursuivre au rythme de une fois tous les 2 ans, parce qu'on pense que c'est suffisant. Donc tu vois, il y a différentes sources qui vont alimenter. On sort ces indicateurs prochainement. Honnêtement, que j'appelle à la contribution collective des sachants pour nous dire ça nous paraît être bon, ça nous paraît être à côté de la plaque, ça on peut l'améliorer. On fera évoluer notre feuille de route et puis à l'occasion du Pass Tourisme, on va sortir effectivement aussi des indicateurs, mais ça c'est une autre histoire. D'accord. Et donc pour comprendre au niveau de ces indicateurs, donc ça veut dire de forme après de tableau de bord, c'est des choses qui vont être quoi? Partagées entre CRT, alors donc l'agence Aura et les socioprofessionnels en temps réel, ou est-ce que voilà comment ça va se passer, en tout cas le dialogue et la diffusion de ces informations? Le dialogue, il est interne-externe. Il est avant tout interne. Quand on a travaillé sur le tourisme bienveillant, on a mis 1 an pour définir ce qu'était le tourisme bienveillant. Parce qu'une organisation, elle ne peut pas prôner une vision si elle n'a pas travaillé dans son moindre recoin opérationnel sur cette vision-là. Et ça nous a amené à faire un certain nombre de choix dans nos véhicules, dans nos locaux, dans nos thématiques, dans nos visions opérationnelles, dans nos visions plus stratégiques, etc., etc. Donc tout ça pour dire que ces indicateurs vont aussi servir quelque part. Il y aura une part de management opérationnel des équipes au travers de ces indicateurs. Et puis ensuite, ils vont être partagés à l'externe. Alors le semi-externe, c'est le conseil d'administration. Mon rêve, quelque part, c'est que le conseil d'administration, la région, nous titille quelque part sur ces indicateurs. Ça veut dire qu'il y a une compréhension que
Ces indicateurs, ce n'est pas du folklore, ce n'est pas pour se donner bonne conscience, c'est que l'indicateur sociétal est à prendre au même niveau d'importance que l'indicateur économique, le sempiternel, X milliards d'euros développés chaque année, ou Y milliards d'euros investis dans l'économie, ou le nombre d'emplois créés, etc., etc. On a véritablement cet enjeu de faire en sorte que tout le monde se les approprie. Certains sont manageables en direct, d'autres ne sont que la conséquence des actions. Et ça, c'est important, parce qu'après, derrière, bon, au fait, on a des indicateurs, certes. La difficulté, c'est quoi ? 1, c'est de fixer un objectif sur ces indicateurs, c'est très compliqué. 2, c'est pouvoir les analyser, les comparer. Il y en a qui sont comparables à d'autres territoires, ou qui sont comparables parce qu'on a un historique, donc on a une progression, et puis d'autres ne le sont pas. Donc il faut rechercher à être en capacité d'analyser. Et puis ensuite, certains sont pilotables, manageables par des organisations telles que les nôtres, et puis d'autres, en toute humilité, on a une part d'action qui est infime. Et donc du coup, il faut embarquer l'écosystème pour être impactant et le faire évoluer. D'accord, donc on comprend, il va y avoir de l'analyse aussi tendancielle, parce que parfois, évidemment, se fixer un objectif qu'on ne connaît pas encore, ça ne va pas être toujours évident. Si on doit ramener ça donc à des politiques publiques, enfin, à quoi ces indicateurs au niveau du CRT, alors excuse-moi, c'est pas grave. Mais en quoi ça va résonner et encore plus par rapport à peut-être à les échéances, aux échéances électorales régionales, sans doute avec des nouveaux schémas de développement touristique ou économique. Voilà, donc ça s'inscrit aussi dans ces démarches-là. Clairement, le moment est historique. Le moment est historique pour au moins 3 raisons. La première, la crise que nous vivons, accélérateur de tendance. Il n'y a pas un programme, et sans faire de politique, il n'y a pas un programme aujourd'hui qui ne prend pas les 3 dimensions qui sont économiques, environnementales et sociétales. Il n'y en a pas un. Donc, quelle que soit l'opinion des uns et des autres, il n'y en a pas un. Donc, je dirais qu'il y a une sensibilité, pour ne pas dire une appétence, sur ce trio. Premier point. Deuxième point, effectivement, période élective. Et donc, qui dit période élective, dit nouvelle réflexion pour se projeter sur un nouveau plan de mandat et pour écrire les nouveaux schémas de développement économique. Il se trouve que nous, on a fait le choix d'avoir un développement du tourisme intégré dans le schéma économique. Et donc, c'est le bon moment, et on est à la semaine près, pour embarquer toutes les parties prenantes, y compris la région, dans cette vision-là. Alors, dans certaines régions, j'imagine que c'est le cas en Bretagne, c'est porté par la région elle-même, en tant que telle. Dans d'autres, c'est porté à la fois par la région, à la fois par les organismes, entre guillemets, satellites, comme peuvent l'être les CRT. De temps en temps, il faut réconcilier, il faut remettre les pièces du puzzle dans le bon ordre pour faire en sorte qu'il y ait une vision d'ensemble. En tout cas, il me paraît être primordial d'intégrer ça à la fois dans les schémas de développement, à la fois dans les priorités d'investissement, à la fois dans les choix d'investissement en tant que tel, et je pense que l'investissement public doit servir à accélérer la mise en œuvre de cette transition. Ça doit être des conditions sine qua non d'obtention d'argent public sur un certain nombre de projets. Et donc c'est pour ça que je pense que c'est le bon moment aujourd'hui pour non pas simplement être dans le discours, mais être dans la réalisation. Et les indicateurs vont aider à cela. Parce qu'aujourd'hui, la comparaison, elle se fait sur quoi ? Elle se fait sur l'indicateur économique. Alors voilà, moi je suis numéro 2 en France. Voilà. Sur quoi ? Sur le PIB touristique qui a été développé. Certes, d'accord. Si on est uniquement sur ce type d'analyse en tant que tel, on passe à côté de beaucoup de choses et peut-être de l'essentiel. Et donc les indicateurs, pour peu qu'ils soient construits en commun, c'est pour ça que c'est un travail collectif, ça va nous permettre de nous comparer les uns par rapport aux autres, non pas dans un esprit de compétition, mais dans un esprit de courbe d'apprentissage et surtout de prise en compte collectif de vouloir intégrer ces dimensions.
Ça veut dire que l'indicateur du PIB touristique donc généré par la région, c'est donc un indicateur que ça peut du tout regarder? Si, bien sûr qu'il sera regardé, parce qu'encore une fois, Alors, moi j'essaie de ne pas être caricatural d'une part, j'essaie de ne pas être binaire, c'est l'économie ou c'est l'environnement. Non, on n'est pas dans en tout cas, c'est pas du tout la vision qu'on prône. Donc bien sûr qu'il sera regardé au même titre que le reste. N'oublions jamais que faire de la transition, c'est de l'investissement. L'investissement privé, il est dégagé par les modèles économiques des entreprises. Donc si les entreprises ne marchent pas, il n'y aura pas de transition. Si elles n'ont pas de la valeur ajoutée, au sens littéral du terme, à réinjecter dans cet investissement, la transition, elle se fera que partiellement. Donc il faut mettre à même pied d'égalité ces indicateurs, mais qui ne soient pas les seuls. Ok. Je vois, il y a une question, alors justement, de la région Bretagne, tu l'as cité à l'instant. Donc, question de la région Bretagne qui demande s'il y a-t-il des liens renforcés avec d'autres observatoires, des observatoires environnementaux, des observatoires sociaux, territoriaux existants? On est en train de travailler dessus, justement. Et si on travaille avec des organisations comme l'ATD d'un côté, comme l'ATES actuellement, vous voyez, actuellement, on est en train de travailler avec une autre association qui connaît parfaitement ces enjeux, donc voilà. Donc pour un tourisme équitable et solidaire, c'est pour ne pas réinventer les sujets d'une part, et pour que ces acteurs-là nous fassent gagner du temps, de l'énergie, et qu'on soit dans le mouvement collectif. Et donc je ne peux pas répondre précisément à cette question, mais j'ose espérer que la TES, dans ces démarches, entre guillemets, benchmarking, s'appuie sur ces organisations pour faire en sorte que ce qu'on sort, ce soit juste. Et du coup, je rejoins une autre question là. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas 2 observatoires touristiques au niveau d'Ora. Il y a cet observatoire qui est vraiment dédié à cette volonté, cette vision d'un tourisme bienveillant. Il y a cet observatoire, mais cet observatoire... c'est ce que je disais en démarrage, c'est-à-dire qu'il y a certaines données qu'il génère lui-même, et il y en a d'autres qu'il va chercher sur des organismes tiers. Donc le tout, c'est d'identifier, en fonction des indicateurs, où est la source. Où est la source? Est-ce que l'indicateur est pragmatique? Est-ce qu'il a un historique? Est-ce qu'il est comparable? Donc du coup, est-ce qu'il est analysable en tant que tel? Une fois qu'elle répond à ces questions, on le prend, et il peut venir d'un organisme effectivement qui est complètement différent. Et puis d'autres fois, on ne le trouve pas. Donc il faut demander une étude spécifique. On a demandé par exemple une étude spécifique sur l'impact en termes d'émissions de CO2 du tourisme dans notre région. C'est d'une complexité incroyable. Pour autant, personne n'était capable de nous le donner comme ça. Donc il a fallu effectivement monter une méthodologie un peu particulière pour y arriver. Il faut du pragmatisme quand même. Il ne faut pas rentrer encore une fois dans des usines à gaz pour les avoir. Il y a aussi une notion de coût. Et je dirais l'appétit vient en marchant. Donc voilà. Je garde cette expression de l'appétit vient en marchant parce qu'il y a aussi une autre question qui vient, savoir s'il y a une démarche prospective dans la mise en place de ces indicateurs et de cette observation. Est-ce que, je sais pas, alors peut-être la question qui est posée, est-ce que au fur et à mesure, des types de modélisation permettraient d'avoir... Il y en a certains, mais encore une fois, soyons pragmatiques, certains où on peut. Je vais prendre un exemple très précis. Aujourd'hui, on a une surface en parc naturel qui est très importante sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. On est de l'ordre de 25% en tant que tel. Et donc, du coup, on travaille à la région pour dire, est-ce qu'à horizon 10 ans, 15 ans, est-ce qu'il est raisonnable de penser qu'on peut être à 40%? Parc naturel, réserve naturelle, etc. Et tout. Voilà. Très clairement, on travaille là-dessus pour savoir si là, on peut faire de la prospective et fixer à un horizon lointain un objectif quelque part. Donc ça va véritablement dépendre des indicateurs. Sur la saisonnalité, on peut le faire. Sur la répartition spatio-temporelle, donc spatiale, c'est moins évident, mais on peut faire un certain nombre de choses. Donc il n'y a pas de vérité absolue sur ces choses-là. En tout cas, c'est notre manière de travailler, parce que de temps en temps, on est face à un gouffre. On
on se dit, bah, attends, mais ou plutôt, face à une montagne, on se dit, non, je ne peux pas y accéder. Pour vous, c'est la montagne que vous connaissez. Voilà, donc du coup, on la décompose en petites collines pour que ce soit plus facilement accessible et faire en sorte qu'on se mette à marcher vers une courbe de progrès. On est très, très dans cette logique-là. Et d'ailleurs, on parlait précédemment du pass-tourisme en tant que tel. C'est une autre forme d'indicateur. On est en train de mettre en place avec la TES une grille d'auto-évaluation. Voilà, sur les 3 domaines que l'on a cités, sur 3 dimensions, sur une quinzaine de critères par dimension. Donc on va avoir 45 indicateurs. Mais là, ces indicateurs, ils portent sur l'acteur en tant que tel, et c'est lui qui va s'auto-évaluer. Il va dire, là je suis bon, là je suis pas bon, moyen, bon, et il va avoir un score. Ce score va donner lieu à une reconnaissance qui sera aussi visible par le consommateur dans notre pass-tourisme. Donc c'est aussi une façon de travailler des indicateurs. Et peut-être, est-ce que dans le choix des indicateurs, est-ce que tu as vécu quelques frustrations sur certains que tu aurais voulu voir apparaître, ou c'était compliqué? Est-ce qu'il y a eu donc des abandons sur certains indicateurs? Oui, il y en a. Je trouve que sur la typologie d'emploi, sur l'emploi en tant que tel, on ne va pas suffisamment loin. Voilà. On est une économie qui est juste extraordinaire dans sa capacité à créer de l'emploi. La bienveillance, c'est créer de l'emploi. La bienveillance, c'est créer de l'emploi durable. Et dans la durabilité de l'emploi, il y a aussi aujourd'hui la typologie de contrats qu'on peut avoir. On est quand même dans des industries où le contrat saisonnier est extrêmement important. Donc comment on crée de la bisaisonnalité, voire toute saison, et donc du coup ça devient un CDI. Comment on accompagne ce même personnel pour pouvoir suivre l'évolution de notre tourisme. Donc sur l'emploi, effectivement, il peut y avoir des frustrations. Et puis il y en a un autre sur lequel il y a une énorme frustration, et on en parlait dans le off du off, c'est les indicateurs en temps réel. Et l'indicateur en temps réel, c'est la capacité, notamment sur la répartition spatiale, à voir, lorsque le voyageur est dans notre territoire, où est-ce qu'il va à 10 mètres près, tout simplement, pour traiter cette question, informer, non pas contraindre, mais informer déjà, presque en modèle prédictif, mais en tout cas en modèle en temps réel, où se trouvent les flux de personnes, pour que la personne puisse s'engager en toute conscience et en toute responsabilité sur ces sujets-là. Et là, il y a un enjeu technologique qui est majeur, et rien que cet indicateur, je dirais, il vaudra de l'or quelque part, parce qu'il est plus qu'utile au territoire. C'est entendu. On va essayer aussi d'y réfléchir et de contribuer dans cette dynamique. Peut-être donc une dernière question, c'est de dire, on est une démarche quand même assez précurseur. Enfin, on est des défricheurs, précurseurs dans cette démarche-là. Est-ce que ça a vocation à créer un modèle et de le voir le partager? Est-ce que, par exemple, ADN Tourisme est intéressé et regarde de près? Enfin, là, je ne sais pas du tout. C'est savoir comment... Je te coupe. Je pense qu'on n'est pas précurseur. On n'est pas précurseur. On ne fait pas non plus du greenwashing par rapport à... Parce qu'on n'est pas précurseur. Je dirais que moi, je souhaite rendre hommage avant tout aux lanceurs d'alerte il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, qui nous ont alertés sur ce sujet, à des associations comme celle que tu as citée, qui travaillent sur le fond, qui travaillent sur les projets, etc. Nous, on essaie de réconcilier, d'une part, toutes ces initiatives. Deux, on essaie de les sortir de l'ombre et quelque part de les marketer. Appeler le mot bienveillance par rapport à durable, c'est une forme de marketing. Mais c'est également une forme de marketing dans le bon sens du terme, parce que de temps en temps, on peut être un peu caricatural sur le côté mercantile du marketing. C'est donner envie. Et il faut donner envie aussi, y compris d'aller dans ce type de démarche. Si on est dans la répression, si on est dans la culpabilité, si on est uniquement sur un registre de la responsabilité, et si on n'est pas dans l'envie, on a tout faux. N'oublions jamais qu'un des critères le plus important dans le tourisme, au-delà de l'environnement, etc. et tout, c'est le plaisir. Et bien là aussi, il faut travailler le plaisir. Et donc, le tourisme bienveillant n'est pas une démarche de précurseur. On vise
uniquement à créer du mouvement, en tout cas pour notre territoire, à donner du plaisir, à s'engager là-dedans, et puis aussi à prendre nos responsabilités, parce qu'on a des responsabilités en tant que territoire à prendre face à ces enjeux-là. Voilà. Il est encore temps, certains diront non, mais nous on a la faiblesse de croire, ou la naïveté de croire, qu'il est encore temps de changer le cours des choses, et de le faire de manière positive. Donc c'est tout l'esprit du tourisme bienveillant. Et au-delà des frontières hexagonales, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont inspiré dans ces démarches-là ? Oui, il y a des choses qui sont inspirantes, des modèles, des best practices opérationnelles, il y en a de partout. Parce que là aussi, n'intellectualisons pas les concepts derrière les mots. Après, soyons pragmatiques. Donc des concepts, il y en a de partout. C'est la raison pour laquelle on est adhérent de la chaire de marketing territorial. C'est aussi parce qu'un de leurs jobs, c'est d'aller chercher les concepts partout dans le monde. Moi, je rêve d'être la somme des best practices que l'on peut trouver partout. C'est déjà un avantage que de pouvoir le faire. Et puis après, au-delà du monde, voilà, bon, invité par la Bretagne, certes, mais pour autant, je pense que l'engagement durable de la Bretagne a été traité bien avant qu'on sorte le tourisme bienveillant. Je pense que ce territoire a une carte exceptionnelle à jouer parce qu'il est sur un périmètre manageable. Voilà, c'est important, la densité, la taille. Il est sur une identité forte et homogène qu'on n'a pas en Auvergne-Rhône-Alpes en tant que tel. Et là, et du coup, pour traduire une vision en action, je pense que c'est deux ingrédients qui sont majeurs. Et puis, c'est qu'il y a beaucoup d'initiatives qui ont déjà été prises en tant que telles. J'ai écouté sur la première table ronde de l'après-midi la personne de l'ADEME qui disait qu'elle croulait sous les projets. Non seulement j'en suis ravi, mais ça témoigne du fait que cette vision-là, elle est descendue dans l'ensemble de la société. Pour autant, attention, on a un risque aujourd'hui. Le risque, c'est de bobotiser ces démarches-là de tourisme durable, de tourisme bienveillant, etc. La crise économique, elle nous apprend que la France, elle est véritablement divisée en quatre. Que, pour reprendre un mot qui peut paraître galvaudé, mais la lutte des classes en tant que telle est quelque chose qui peut ressurgir, y compris dans la consommation touristique. La bienveillance et le tourisme pour tous, c'est aussi là pour faire en sorte de satisfaire toutes les clientèles, quel que soit leur pouvoir économique. Voilà. Et on n'a pas tous les mêmes préoccupations. Et la préoccupation des élites, entre guillemets, est différente de la préoccupation de personnes qui sont touchées de plein fouet. Voilà. La bienveillance, ça vise à rassembler aussi toutes ces catégories de personnes en tant que telles. Voilà. Et le risque que l'on prend dans nos politiques, y compris environnementales, c'est de faire en sorte que socialement, et donc quelque part économiquement, elle ne soit pas acceptable. Voilà. Donc, il faut être vigilant par rapport à ça. D'accord. Bon, merci beaucoup en tout cas de cet échange et de cet éclairage. On est rentré dans l'envers du décor. Peut-être il nous reste 1 minute 30, un mot sur Essentiem, puisque c'est une démarche là qui a été lancée. Tu en as parlé tout à l'heure. Je sais pas, peut-être tu as envie de partager un message. Alors, je vais insister vraiment sur une chose là. Je change de casquette. J'ai oublié Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme. Le véhicule, on a initié la démarche. On en est au b.a.-ba. C'est un beau b.a.-ba. Il est structuré en tant que tel. Il ne demande qu'à grandir. Donc aujourd'hui, il y a un vrai appel aux acteurs, publics, privés, au national, pour utiliser ce véhicule qui a été créé au service de tous. On fait comment ? Vous allez sur www.essentiem.org. Vous regardez l'esprit du fonds, sa mission, les premiers projets. Il y a une fiche contact également. On se fera un plaisir de pouvoir travailler sur les demandes en tant que telles. Mais c'est un véhicule qui est mis au service du collectif en tant que tel. Les deux cas de figure
sont possibles. Le premier cas de figure, c'est que les personnes souhaitent se fondre dans le collectif, et auquel cas, c'est ce qu'on appelle les fonds propres. Et c'est des projets qui sont définis et acceptés par la gouvernance du fonds. Deuxième cas de figure, les territoires, les opérateurs privés arrivent avec un projet extrêmement précis, avec un opérateur, avec des mécènes, et veulent revendiquer, ce qui est tout à fait louable en tant que tel. Et ils peuvent également utiliser ce véhicule parce qu'on hébergera les initiatives, et en hébergeant les initiatives, elles auront droit à un bouquet de services en tant que tel, depuis l'ingénierie juridique, pour voir si c'est mécénable ou pas, l'ingénierie financière, la puissance du collectif, et pas que financièrement parlant, mais également l'usage d'outils, par exemple d'être capable de faire du crowdfunding dédié au mécénat en tant que tel, et lancer du financement participatif. Tout ça sera permis au travers d'Essentiem. Donc voilà, mon message, il est là. On a choisi ce colloque pour le lancer officiellement. Et donc, je serais même ravi que la Bretagne soit un des premiers territoires à rejoindre, parce que je ne veux surtout pas, mais surtout pas, et ça serait un échec cuisant, que Essentiem soit perçu comme le fonds de dotation d'Auvergne-Rhône-Alpes. Très bien. Merci beaucoup, Lionel. Donc, le message, je pense, est passé. Donc, en tout cas, voilà, un temps d'échange très riche, et on a mieux, je pense, apprécié toutes les démarches que tu as entreprises. En tout cas, merci beaucoup. Merci à tous. Et puis, c'est le dernier temps de ces rencontres. Naviguer, en tout cas, sur le temps des replays, de tout ce qui pourra dit après ces rencontres. Et je laisse donc la région Bretagne pouvoir continuer leur belle aventure. À bientôt. Au revoir.